préfets et autres officiels ont tenu à souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Les populations aussi se sont mobilisées en masse pour accueillir le président Macky Sall. Le président de la République est venu communier avec la famille omarienne de Louga à l'occasion de la ziara annuelle. Il est accueilli ici par Cheikh Omar Bachir, fils aîné du Khalif Thierno Bachir Muntaga Dahatal. Le président Macky Sall s'est entretenu avec le Khalif Thierno Bachir Muntaga Dahatal. C'était en présence de toute la famille. Le porte-parole Thierno Madani Tall a exprimé la gratitude et la reconnaissance du Khalif pour avoir, au président donc, pour avoir honoré la communauté musulmane à travers les actes qu'il pose en direction des familles religieuses. Et pour sa part, le chef de l'État a annoncé un important programme de désenclavement de Alwar et de l'île Amorphile. C'est toute la famille omarienne de Louga qui s'est mobilisée autour du Khalif Thierno Bachir Muntaga Dahatal pour accueillir le chef de l'État. Au nom de Thierno Bachir, Thierno Madani Tall a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Dans la foulée, il a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour ce déplacement qui prouve nettement l'attention toute particulière qu'il accorde à la famille. Dans cette démarche, le calife voit une marque de considération envers toute la communauté musulmane. Les actes qu'il a posés dans les foyers religieux, sans exclusive, sont assez éloquents. Donc c'est tout le Sénégal, toute la Oumma islamique qui lui doivent gratitude et reconnaissance. Partant de l'envergure de Cheikh Omar, le calife dit être en mesure de transmettre ce message unanime au président de la République. Le chef de l'État, pour sa part, a pris la parole pour d'abord rendre hommage à El Haj Omar Foutiyou Tall. En remerciant le calife pour l'accueil, le président de la République a rappelé ses liens très forts avec la famille, lesquels datent de très longtemps, d'avant même son accession au pouvoir. Après avoir réitéré ses relations, le président Macky Sall a dit au calife sa volonté de terminer les travaux déjà en cours au Raoudou Thierno Seydou Nourou Tall. Rappelant l'importance de Alwar pour la communauté, le président Macky Sall a annoncé un important programme destiné au désenclavement de l'île Amorphile. Le tronçon qui va de Ndioum à Bakel en passant par Ourossogui et Kanel est également prévu. Le PUDC et le Piment vont compléter pour changer le visage du Fouta.
le président de la République a sollicité et obtenu du khalife des prières pour la réussite de ses projets, mais aussi pour la paix au Sénégal et en Gambie voisine, tenant compte des liens avec ce pays frère. Le khalife Thierno Bachir Mountaga Daha n'a pas oublié dans ses prières la première dame, Madame Marème Sall. Profitant de l'occasion, le président Macky Sall a appelé tous les responsables politiques locaux à s'unir derrière la doyenne Aminata Mbengue Ndiaye pour massifier la majorité présidentielle. Avant de s'entretenir en tête-à-tête avec le président Sall, le marabout lui a offert des cadeaux entre chameaux, moutons de race et copieux repas. Sachez que la ziara de la famille omarienne a démarré aujourd'hui et les fidèles sont venus massivement se recueillir au mausolée de Thierno Mountaga Dahatal. Certains commerçants profitent de ce grand rendez-vous religieux pour vendre leurs produits, mais pour le moment, la vente est jugée timide. Diana Badia. C'est un moment de prière et de recueillement pour les fidèles. Ces derniers viennent prendre d'assaut le mausolée où repose Thierno Mountaga Daha. Nous sommes venus répondre à l'appel du Coran, répondre à l'appel de l'Hadj Omar Foutiyou Tall, et j'avoue que depuis que nous sommes là, nous avons vu qu'il n'y a que de la sainteté, il n'y a que du religieux, et nous sentons davantage Cheikh Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu. Chaque année, nous venons à la Ziara et nous en profitons pour demander au bon Dieu d'exaucer tous nos vœux. Des jeunes regroupés en association s'activent de leur côté pour réserver un bon accueil aux invités. La Ziara, c'est beaucoup de bienfaits et avec le Khalif, c'est vraiment de la spiritualité. Vendredi, premier jour de la Ziara, l'ambiance est au rendez-vous. Certains commerçants en profitent pour écouler leurs articles. Pour le moment, les choses sont au ralenti, mais je pense que d'ici demain, les chapelets se vendront mieux. Chaque année, je viens à la Ziara. Les fidèles vont continuer à rallier Louga jusqu'à samedi, jour de clôture de la Ziara. Dans l'autre actualité, les corps constitués ont présenté leurs vœux au chef de l'État et à la première dame. C'était cet après-midi à la salle des banquets du palais présidentiel. Dans la plus grande solennité, ce cérémonial a regroupé toutes les couches de la société. Pape Biram Bigendiaye. Ce jour est symbolique pour la République. La marche d'un rituel, une tradition républicaine qui consolide les valeurs sacrées d'une société résolument tournée vers le sens élevé du devoir. L'instant solennel d'une cérémonie de présentation de vœux où toute la République se mobilise autour du chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, toutes les couches de la société représentées au banquet du Nouvel An pour présenter les meilleurs vœux au chef de l'État, le président de la République et à la première dame. Des vœux de bonne santé, de réussite et de prospérité. Les corps constitués défilent sous les yeux du couple présidentiel, ponctués par des salutations et poignées de main chaleureuses. Tout le monde y passe. Ils sont entre autres chefs religieux et coutumiers.
universitaires, anciens combattants, sportifs, membres de la Croix-Rouge, y compris les jeunes, qui sont également représentés avec la présence du Conseil national de la jeunesse. Notre fanfare nationale a aussi présenté ses vœux au chef de l'État et à la première dame. Bref, c'est un cérémonial à la fois sobre et solennel. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. De nombreux travailleurs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont reçu les ordres nationaux du Lion et du Mérite. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo les a invités à redoubler d'efforts face au nombre défis liés à la sécurité et à l'organisation des élections en 2017. Abasso. Marque de reconnaissance au personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Reconnaissance traduite par cette cérémonie de décoration dans les ordres nationaux du Lion et du Mérite. L'année qui vient de s'écouler a consolidé l'ancrage irréversible du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au cœur de l'action administrative publique. Ces travailleurs ont rendu service à la nation avec engagement et dévouement. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, une composante de la charpente solide de l'État, s'est encore illustrée au cours de cette année par le début de l'établissement de la carte d'identité biométrique à puce CEDEAO couplée à la refonte partielle du fichier électoral. Les efforts consentis doivent se poursuivre à l'heure des défis sécuritaires. 2017 reste une année électorale. Face à tous ces enjeux, les travailleurs sont invités à redoubler d'efforts. Le Sénégal a toujours été une terre de paix et d'accueil et où il fait bon vivre. Notre pays est un état de droit, un état démocratique où s'exercent librement les libertés individuelles et collectives. Ce riche patrimoine, fruit d'un long processus, doit être consolidé et préservé au regard des perspectives de développement et d'émergence qui s'offrent à notre pays. En effet, depuis 1960, divers plans de développement ont été mis en œuvre sans pour autant parvenir à assurer le décollage réel de notre économie. Fort heureusement, le plan Sénégal émergent, élaboré en 2013 sous l'impulsion du président de la République, M. Macky Sall, est en train aujourd'hui de changer profondément le visage du Sénégal. Au ministre Abdoulaye Daouda Diallo de formuler à son tour ses vœux à tout le personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un institut diplomatique pourrait voir le jour au Sénégal dans les prochaines années. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait l'annonce. C'était hier. Mankeur Ndiaye présidait l'Assemblée générale de l'Amicale des anciens ambassadeurs de la carrière diplomatique. René Massiga Diouf. Tenue dans un contexte international mouvementé, l'Assemblée générale constitue un des moments exceptionnels pour les anciens diplomates. Lieu d'évocation des défis diplomatiques, elle est également l'une des rares occasions d'examiner les questions géopolitiques actuelles et les orientations de l'association. Questions sécuritaires, lutte contre le terrorisme, la migration ou la présidence sénégalaise du Conseil de sécurité de l'ONU. Les anciens ambassadeurs de la carrière diplomatique ont fait montre d'un soutien sans faille aux actions internationales du Sénégal. Le Sénégal a été et reste toujours disponible pour que, si tout ce qui concerne le Sénégal, soit respecté et dévoué en ce qui concerne son développement économique, social et politique. L'amicale des anciens ambassadeurs de la carrière diplomatique a été créée dans l'optique d'une plus grande promotion de solidarité entre ses membres, lesquels disent mettre exclusivement leurs compétences au service de la diplomatie sénégalaise. De part et d'autre, on souhaite renforcer davantage le cordon ombilical qui lie la structure au ministère des Affaires étrangères. Le rôle de l'amicale a été non négligeable dans les succès diplomatiques enregistrés par le Sénégal. Vous êtes les semeurs experts des graines fécondantes de nos succès diplomatiques actuels et futurs. Une bonne base sur laquelle nous nous adossons pour appréhender l'avenir avec beaucoup de sérénité. Le ministre a surtout agité l'idée d'une création d'un institut diplomatique rattaché à son département ministériel. Pour lui, l'urgence demeure la compréhension des enjeux liés aux nouveaux phénomènes qui menacent les fondements de nos États.
Le groupe La Poste a organisé ce matin une cérémonie de présentation des vœux. La rencontre a été une occasion pour l'ensemble du personnel de communier, mais aussi de faire le bilan de l'année écoulée. Plusieurs agents en service, de même que des retraités, ont reçu des distinctions au cours de la manifestation d'Amsila. Cette cérémonie de présentation des vœux a réuni des agents de la Poste des différentes régions du Sénégal. Devant le directeur général Sirédia, les délégués du personnel, secrétaires généraux des syndicats et représentants des retraités ont tour à tour pris la parole pour présenter leurs vœux et revenir sur les acquis et réalisations. Monsieur le directeur général, votre œuvre de modernisation de la Poste par la création de nouveaux produits adaptés aux besoins de notre clientèle, la réfection et la construction de nouveaux bureaux de poste, l'équipement des bureaux en matériel, en mobilier et matériel informatique nous a mis dans des conditions optimales de performance. L'année 2016 a été très fructueuse en termes d'innovation et de réalisation au niveau du groupe La Poste. La situation du personnel a également beaucoup évolué. 8 bureaux de poste ont été reconstruits ou reconstruits, parfois dans des zones difficilement accessibles, et une trentaine de bureaux réfectionnés et aménagés. Dans ce domaine également, on peut noter l'acquisition de moyens de transport, pick-up, stations-wagons, ambulances, fourgons, minibus et scooters, mais aussi l'équipement de 29 bureaux en énergie solaire pour pallier aux coupures d'électricité. En 2017, les efforts seront poursuivis et accélérés. Différentes branches d'activité seront développées et de nouveaux territoires seront conquis. De nouveaux services qui permettront d'accroître le courrier postal seront proposés. L'envoi de produits à haute valeur ajoutée, comme le transport de marchandises, requiert des services additionnels, tels l'accusé de réception, le suivi en temps réel des articles et une sécurité améliorée. De même, la gestion des données clients sera par ailleurs primordiale dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. En mettant à profit ces informations en temps réel et en communiquant celles qui sont pertinentes, nous impliquerons les clients d'une manière active dans les décisions stratégiques. L'innovation au service du client sera ainsi stimulée. La cérémonie de présentation des vœux a été un moment solennel pour le personnel du groupe La Poste. Des diplômes ont été remis aux meilleurs agents de l'année 2016 et à des retraités de la structure. La compagnie financière africaine a accordé plus de 850 millions de francs CFA aux Sénégalais de la diaspora. La Cofinance s'est aussi engagée à accompagner le FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Elle contribue également à soutenir les PME et les PMI dans le financement de leurs activités. Thierno Diallo. Avec ses 4 filiales opérationnelles au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal, en plus de 2 en cours de création au Congo et au Mali, le groupe Cofinance se positionne comme le leader panafricain de la mésofinance et le nouveau modèle africain de l'inclusion financière. La mésofinance, qui est notre secteur opérationnel que nous sommes en train de promouvoir au Sénégal, est la 3e voie de la finance. Ce segment intermédiaire vient s'interposer comme une alternative entre la microfinance classique des institutions mutualistes et la macrofinance traditionnelle des banques. La mésofinance est donc un palier intermédiaire entre la micro et la macrofinance. Après 2 ans de présence, Cofinance Sénégal a injecté plus de 43 milliards dans l'économie du pays pour plus de 10 000 dossiers de crédit financés. Elle consiste plus spécifiquement à accompagner les PME dont les besoins de financement sont devenus trop importants pour les institutions de microfinance classiques, mais dont la structure organisationnelle est encore considérée comme insuffisamment formelle pour intéresser les banques commerciales. Il y a donc un gap que Cofinance s'est donné l'ambition de combler en apportant une solution adaptée aux besoins de financement clairement identifiés et exprimés par ce type de clientèle. Dans le cadre de la présente campagne du FAISE, la Cofinance a accordé une ligne de financement de 850 millions de francs CFA, un montant alloué aux Sénégalais de l'extérieur, porteurs de projets. L'État du Sénégal a respecté son engagement de vous trouver un financement en apportant sa garantie, vous aussi chers promoteurs et clients. Prenez le soin de respecter vos engagements de remboursement souscrits au profit de votre bailleur Cofinance. Travaillez, redoublez d'ardeur pour rembourser à bonne date les fonds reçus, afin de permettre aux autres membres de la diaspora de bénéficier à leur tour de prêts, afin de préparer le retour au pays, devenu de plus en plus actuel, compte tenu des conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles à trancher.
La Cofina s'engage non seulement comme un bailleur, mais comme un partenaire financier privilégié qui apporte son assistance pour la réussite des projets financés. De prescription en prescription, les médicaments peuvent s'accumuler dans nos foyers, mais leur conservation pose souvent problème. Sans compter le respect des dates de péremption, médicaments à domicile, respect des conditions de conservation, c'est le reportage du jour signé Sidna Lune Fall. Comme la plupart des mères de famille, Penda a elle aussi constitué son petit stock de médicaments chez elle. Elle pourra se servir en cas de besoin. On va livrer ça pour le rhume, quand les enfants sont enrhumés, nasal, le Primala pour les allergies, donc tous les soirs. Souvent dans les foyers, le restant des médicaments achetés en pharmacie s'accumule prescription après prescription. Parfois, la conservation fait défaut. Il y a des médicaments qu'on conserve entre 2 et 8 degrés. Ce sont des produits dits thermolabiles, donc qui peuvent être dégradés si la température arrive à un certain niveau. Les sirops contre la toux, le Doliprane, je le range dans mon placard. Dans mon placard, je sais qu'il n'y a pas d'humidité. C'est pas exposé au soleil. Je me limite à ces critères qui sont marqués d'habitude sur la notice. Mais sinon, je ne fais pas attention aux petits détails. Peut-être que je dois faire plus. La conservation des médicaments à la maison requiert des précautions. Elle peut encourager l'automédication. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est d'éviter de passer les médicaments à des amis. C'est ça que j'avais pris. Donc ça a marché, prenez-le. Ça c'est de l'automédication, c'est dangereux. Donc il y a beaucoup de risques. On peut ne pas guérir, mais on peut avoir d'autres problèmes. Il est également recommandé de toujours vérifier la date de péremption. La date limite d'utilisation peut être dépassée sans autant qu'on s'en rende compte. Je prends l'exemple le plus banal, c'est celui des collyres. Quand on les utilise pendant l'utilisation, au maximum c'est 15 jours. À partir de l'ouverture, quand on ouvre le collyre, on peut l'utiliser pendant 15 jours tout au plus. Maintenant, si un collyre a été utilisé pendant les 15 jours et qu'après il y a également une autre pathologie et qu'on veuille utiliser les mêmes collyres, là ça pose problème parce que ce collier-là ne sera pas viable. Dans les maisons, les médicaments peuvent s'accumuler et devenir même encombrants pour certains. À part le Doliprane, les antidouleurs, tout le reste, quand le traitement se termine, je jette à la poubelle. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment ramener les médicaments dans les structures de santé pour qu'on vérifie que le médicament il est bien conservé, la date de péremption n'est pas encore atteinte et que ces médicaments soient utilisés pour les malades qui fréquentent ces structures, surtout les malades qui sont indulgents. Garder des médicaments à la maison comporte des risques. Précaution et vigilance sont donc recommandées. Vigilance recommandée donc pour ces médicaments. Après 2 jours d'atelier, les participants au séminaire sur la pollution au port de Dakar ont produit une charte environnementale. Son objectif est de renforcer les dispositions et mesures prises lors de ce séminaire et de mieux prendre en compte cette problématique liée à la pollution à Diop. Les acteurs de la communauté portuaire n'ont pas attendu trop longtemps pour produire une charte environnementale. Ce document marque l'aboutissement des travaux que les participants ont effectués à travers 3 ateliers. Cette charte, c'est aussi un acte d'engagement entre l'autorité portuaire, les usagers du port et les compagnies maritimes. Les différents groupes de travail se sont penchés sur la première problématique de la pollution par les pondéreux, par les hydrocarbures et la gestion des déchets. Pour toutes ces thématiques, vous avez identifié les sources de pollution et proposé des solutions durables. Aujourd'hui, cette charte existe et chaque acteur portuaire s'engage à fournir les informations relatives aux impacts environnementaux liés à son activité afin d'en mesurer les incidences. Le souhait de l'autorité portuaire, c'est aussi produire de l'énergie avec ces déchets. En 3 mois encore, nous allons réunir toutes les parties prenantes qui sont là aujourd'hui pour que vous puissiez nous présenter la solution que vous nous avez proposée. La solution, en termes synthétiques, c'est d'abord présenter un système de collecte de ces déchets-là et de les transformer en énergie pour le port. C'est une ambition assez forte, une responsabilité assez lourde et ce sera, je pense, une première
en Afrique de l'Ouest aussi. De manière générale, ce séminaire a permis aux participants de prendre conscience de l'état de la pollution dans l'enceinte portuaire. Dans 3 mois, la structure chargée de la collecte et de la valorisation des déchets va revenir avec une proposition concrète. La gendarmerie nationale a effectué une importante saisie de chanvre indien. Les malfaiteurs ont fait passer la drogue dans un camion gros porteur en provenance du Mali. Le chauffeur a été appréhendé. Fatoumata Savané. Ce camion qui roule est en apparence un véhicule normal. Mais une fois intercepté par la gendarmerie nationale, le constat est déconcertant. C'est dans des pneus de secours que les malfaiteurs ont introduit du chanvre indien en quantité 40 kg par pneu. Grâce aux moyens aériens d'observation nouvellement acquis par le haut commandement de la gendarmerie, le deal prendra fin avant la destination finale. Le produit était transporté par un camion gros porteur tractant un conteneur de 40 pieds. Au reçu du renseignement, la section de recherche a mis en place un dispositif de surveillance pour jalonner le véhicule de son entrée sur le territoire national jusqu'à son arrivée à Dakar. Il sera finalement intercepté à l'entrée de Dakar et le conducteur appréhendé aussitôt et conduit à la gendarmerie. Même si la quantité des substances illicites n'est pas importante, l'ingéniosité du modus operandi utilisé par les malfaiteurs est impressionnante. Dans le cadre de cette enquête, les gendarmes ont fait appel pour la première fois à la localisation et la filature avec un drone qui a suivi la cible jusqu'à son interpellation. Cette saisie constitue donc un signal fort que les forces de sécurité et de défense lancent aux trafiquants pour leur faire comprendre qu'aucun moyen ne sera de trop pour leur barrer la route. La section de recherche de la gendarmerie nationale est déterminée à faire reculer l'importation de cannabis et les malfaiteurs sont donc avertis. Des stratégies nouvelles sont mises en œuvre pour parer à tout trafic illicite. Le Conseil national de la jeunesse a installé son nouveau bureau à la tête d'un jeune leader d'une trentaine d'années, Khadim Diop, qui succède à Maître Aliou Sow, pur produit du mouvement associatif au sein duquel il milite depuis plusieurs années. Le nouveau président a présenté sa feuille de route. Philomène Constance Diagne. C'est une structure qui occupe une place primordiale dans les politiques de jeunesse de l'État. Sa direction est convoitée et seul celui ou celle qui convainc ses pairs y est élu. Le Conseil national de la jeunesse est une belle association, une grande plateforme, un vaste réseau, un vivier de leadership jeune, une école de la démocratie, un lieu de lutte, une maison d'hôtes, un centre de formation, une arène politique, un cadre d'échange et de partage. C'est conscient de cette position qu'il a exécuté cette mission qui lui a été confiée. À l'heure de passer le flambeau, le président sortant de revenir sur ses différentes réalisations. J'ai, en ce qui me concerne, travaillé à rassembler les jeunes, à les sublimer par un plaidoyer constant pour une meilleure prise en charge de leurs besoins, surtout en termes de liberté, de démocratie et dans le domaine de l'emploi des jeunes. J'ai cherché à comprendre, à vivre leur réalité profonde, leur histoire et à me positionner en coach pour leur créer les boulevards nécessaires à leur affirmation et leur ascension. Ainsi, Maître Aliou Sow quitte la tête du Conseil national de la jeunesse confiant, car connaissant les aptitudes de son successeur qui lui rend hommage. Nous voulons remercier solennellement un homme généreux, courtois et disponible. Il nous a accueillis, il nous a impliqués, il nous a guidés et nous a formés. C'est un homme compétent. Avec beaucoup de qualités humaines, je veux nommer Maître Aliou Sow, le président sortant, qui nous laisse une plateforme très attractive qu'il a conduite avec beaucoup d'audace et beaucoup de compétences. À peine installé, le nouveau président, natif de Ngaïmékhé, dégage sa feuille de route pour mener la jeunesse sénégalaise sur les rails de l'émergence. Notre programme intitulé Marathon pour une jeunesse émergente 2017-2019 s'articule autour de 7 axes prioritaires. Premier axe prioritaire, la formation et l'insertion des jeunes. Deuxième axe, les infrastructures. Troisième axe, la santé et les actions sociales. Quatrième axe, l'environnement et la protection de la nature. Cinquième axe, le sport. Sixième axe, la culture. Et septième axe, la diplomatie jeunesse. Au-delà aussi de ces 7 axes prioritaires,
nous adopterons cette démarche de rupture pour une jeunesse efficiente. Un échange de présents a mis fin à la cérémonie, une manière d'attester de la fraternité et de l'engagement pour le bien de la jeunesse sénégalaise. Conservateur de musée, ce métier ne court pas les rues au Sénégal. C'est quelques rares personnes qui exercent ce travail abattent pourtant au quotidien une mission noble, conserver le patrimoine et les musées. Il faut pour ce faire des aptitudes et une démarche scientifique. C'est la rubrique métier que nous vous proposons en rediffusion avec Diana Badji. El Hadj Malick Ndiaye fait partie des rares conservateurs du patrimoine muséal au Sénégal. Il exerce au musée Théodore Monod où la collection dépasse les frontières nationales. Le musée a été établi dans une période où on était encore dans la colonisation et c'était un musée de l'IFAN, toujours musée de l'IFAN, mais à l'époque, comme ça concernait l'Afrique occidentale française, tous les objets collectés dans les autres régions, donc qui sont des États-nations indépendants aujourd'hui, en fait, tous ces objets venaient ici à l'IFAN. On trouve ici des objets d'art et des objets ethnographiques. Il faut les préserver, les enrichir et les valoriser pour pouvoir les transmettre aux générations futures. C'est un métier qui demande plusieurs aptitudes. C'est un métier très diversifié, mais avant tout, il y a une étape fondamentale dans ce métier, c'est la recherche scientifique qui documente les objets, qui se documente sur leur pedigree, sur leurs itinéraires, sur leur capacité à être utilisés par les sociétés, sur leur place et leur rôle dans la société. Mais un conservateur, c'est aussi quelqu'un qui a des plans d'exposition, de valorisation, de développement culturel. Quelqu'un qui est aussi capable de gérer une institution avec un programme. Son travail de tous les jours, c'est alors de conceptualiser, faire de la recherche et produire des articles pour valoriser le patrimoine. La transmission par l'activité pédagogique et éducative passe aussi par l'enseignement. Les professionnels se battent pour accomplir convenablement leur mission. Malheureusement, jusqu'ici, l'importance du musée n'est pas bien perçue des Sénégalais pour des raisons multiples. Les raisons peuvent être d'ordre culturel, le rapport que nous avons avec le patrimoine culturel, d'ordre lié aux politiques publiques aussi, parce que les politiques publiques pendant longtemps, les politiques publiques culturelles pendant longtemps ont eu une responsabilité là-dessus. Et les raisons aussi peuvent être tout simplement liées à l'enseignement, à l'éducation, à l'université, parce que nous sommes dans une université qui pendant longtemps n'a pas valorisé ces questions. Les experts en art éprouvent du coup beaucoup de difficultés dans leurs tâches quotidiennes. Au Sénégal, le travail de conservateur-restaurateur n'est pas trop connu. Donc du coup, on a d'énormes problèmes à expliquer les gens le travail qu'on est en train de faire au quotidien. Et des fois, c'est des gens qui nous regardent comme ça. Quand on parle de conservation, restauration, des fois on nous dit que « Ah, tu fais de la restauration, quel type de plat prépares-tu » Donc tu vois, c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est un métier qui n'est pas trop connu. Diplômé en histoire de l'art à l'université de Paris et spécialiste des musées, El Hadj Malick Ndiaye est plus dans la recherche. Abdoulaye Mbaye, par contre, sorti de l'École nationale des beaux-arts de Dakar, fait plus un travail de terrain pratique. Le métier que je pratique au quotidien consiste chaque matin à descendre dans les réserves, à faire des constats d'état sur l'ensemble des collections stockées dans les réserves et pour voir si par ailleurs il n'y a pas des infestations qui se développent qui pourront aussi contribuer à la dégradation de ces collections. Et si on parvient à trouver quelques signes de vermoulure qui se développent quelque part, on essaie de faire des interventions sur la première chose qu'on doit faire, c'est d'isoler l'objet, de pouvoir le diagnostiquer, voir si l'infestation n'est pas active. Et si c'est active, on procède à la mise en anoxie locale pour voir quel type d'insecte s'agit-il. Et après, on passe à d'autres étapes qui
sont la restauration de cette pièce. Il assure donc la restauration et la conservation de tous ces objets, une mission qui implique des compétences techniques. On a eu à rechercher quelques techniques locales pour pouvoir les pratiquer ici, parce qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires pour pratiquer le travail de conservation. C'est un travail extrêmement difficile et trop scientifique aussi. Donc vu qu'on n'est pas formé à manipuler des produits chimiques, donc on se rabat aux produits locaux pour pouvoir faire nos interventions sans problème. Le métier de conservateur de musée a été longtemps laissé en rade au Sénégal. Aujourd'hui, des processus sont enclenchés avec l'émergence du musée des civilisations noires. C'était la rubrique métier que nous vous avons donc présentée avec Diana Badia. Une randonnée pédestre sur la citoyenneté et la santé elle a été organisée par l'association Action Solidarité de Grand Médine. Depuis plus d'une décennie qu'elle existe, cette association œuvre à renforcer la culture citoyenne et à améliorer la santé des résidents. Elle s'occupe aussi d'autres questions relatives au cadre de vie des jeunes, mais aussi des anciens ont pris part à la randonnée Omar Diaw. Basket et tenue impeccable, on se prépare à marcher comme les grands. Même de tout petits ont tenu à prendre part à cette randonnée pédestre dont le thème est centré sur l'hygiène de vie et l'activité sportive. Le sport est un élément, facteur important qui peut améliorer la santé. Les accidents cardiovasculaires sont de plus en plus fréquents. Quand ils surviennent, il faut savoir les reconnaître et vite réagir par des gestes appropriés de premier secours. Il faut ouvrir la bouche. Quand il y a un problème à la maison, déjà, il y a des gestes primaires qu'on peut faire avant l'évacuation de la personne. Cette manifestation n'était pas que sportive. Et des thèmes aussi importants que l'environnement, la citoyenneté, l'éducation, la formation, le genre et la sécurité ont été abordés. Il va falloir revenir sur l'encadrement de la cellule familiale pour lui donner les moyens de prendre en charge les membres de la famille et en faire des citoyens modernes. Bâtir une conscience citoyenne chez le plus grand nombre, cultiver des rapports étroits de solidarité dans un contexte de repli sur soi, c'est la voie que les fondateurs de cette association ont essayé de suivre. Il nous appartenait de prendre notre destin en main. Et on a créé une association des habitants. Le chemin n'a pas été facile pour l'association, dont certains membres ne sont plus de ce monde. La municipalité apporte son soutien autant que possible. C'est des retraités qui se soucient du cadre de vie, ils se sont efforcés à cotiser, mais aussi à recevoir une subvention de la municipalité. Le partenariat entre des organisations de cette nature et la municipalité peut permettre de prévenir un certain nombre de choses. L'État ne peut pas tout prendre en charge, la commune non plus. Née il y a plus d'une décennie, cette association œuvre inlassablement au mieux-être des résidents du quartier. Celui-ci ne dépend d'aucun État-providence, mais d'actions citoyennes concertées et convaincue. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous mène aux États-Unis, au Brésil, à Haïti. D'abord, Bouaké en Côte d'Ivoire sous tension depuis ce matin. Philomène Constance Diagne. Une situation assez confuse à Bouaké depuis ce matin. Des tirs ont été entendus, mais les auteurs n'ont pas été déterminés. Les faits se sont passés au milieu de la nuit et selon des sources au ministère de la Défense, ce seraient des militaires démobilisés. D'autres témoins affirment avoir aperçu des hommes en uniforme sur les barrages dressés au niveau des corridors nord et sud d'accès à la ville. Apparemment, il s'agirait d'hommes de l'armée réclamant leur salaire. D'autres foyers de tension comme la préfecture de la ville et des commissariats où les mutins se sont emparés d'armes et de véhicules. Dans l'après-midi, le Conseil national de sécurité s'est réuni et a appelé les soldats à rentrer dans les casernes. Un coup de tonnerre dans la vie politique haïtienne. Le sénateur fraîchement élu a été arrêté. Guy Philippe est soupçonné par les États-Unis de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. La DEA, l'agence américaine antidrogue, le recherchait depuis 2005, très connu pour avoir mené le coup d'État contre l'ancien président Jean-Bernard Aristide en 2004. Ce proche de l'ancien président Michel Martelly ne bénéficiait pas encore d'immunité parlementaire. La prestation